Bonjour, bonjour, bienvenue, installez-vous. Merci d'être si nombreuses et si nombreux. Rétrospective des films de Mike Leigh, vous le savez évidemment, qui a commencé mercredi soir ici à la Cinémathèque française et qui a commencé par la projection en ouverture et en avant-première de son dernier film en date, donc Hard Truth, en français Deux Sœurs, un film donc qui sort mercredi prochain en salle. Si vous l'avez raté, mercredi 2 avril, le film vous attend. Donc c'était ça mercredi soir, et dès mercredi soir, Mike Leigh était présent. Nous avons pu nous entretenir avec lui à la suite de la projection du film. Et puis Mike Leigh est revenu hier soir, certaines et certains étaient sans doute déjà là, pour Secret et mensonge, un film de 1996, sa Palme d'Or, et à la traduction Harold Manning, et avec Juliette Armentier, Mike Leigh a discuté avec vous, et il reviendra donc cet après-midi à la suite de Naked, et on profitera de sa présence pour le remercier encore une fois de sa générosité et de son implication au cours de cette rétrospective. Donc Naked, c'est le film d'aujourd'hui, c'est son 4e long métrage de fiction pour le cinéma, mais pour autant, à cette heure-là, en 1993, Mike Leigh est loin d'être un débutant. S'il n'a fait que 4 films pour le cinéma officiellement, dans les années 70 et 80, il a tourné beaucoup de films pour la télévision, pour la BBC, et il les a tournés dans des conditions de cinéma, souvent en 16 mm ou tournés en 35 mm. Donc voilà, Mike Leigh, c'est ce cinéaste-là en 1993, et c'est le premier film de lui, celui que vous allez découvrir ou redécouvrir, qui est allé à Cannes, au Festival de Cannes. C'est le premier film, en quelque sorte, que beaucoup d'entre nous découvrions de ce cinéaste. Et puis, il a bien fait d'aller à Cannes. Ça a été une bonne pioche, puisqu'il a obtenu le prix de la mise en scène et le prix de la meilleure interprétation masculine. Évidemment, l'acteur principal, David Thewlis, qui joue le rôle de Johnny dans le film. Voilà, de tout cela, de David Thewlis, du choix de l'acteur, de la façon dont ils ont inventé le personnage de Johnny, la préparation du film, son tournage, et je dirais l'influence de ce film sur l'œuvre de Mike Leigh aussi. De tout ça, on aura l'occasion de reparler avec Juliette Armentier, avec Harold Manning à la traduction, et évidemment avec Mike Leigh à la suite de la projection. Je compte sur vous pour lui faire le meilleur accueil quand il arrivera. Et simplement encore vous dire ceci. Vous allez voir, là aujourd'hui, j'allais dire ce soir, cet après-midi, vous allez voir la version restaurée de Naked. C'est une version qui a été restaurée par le chef opérateur lui-même du film, Dick Pope, donc supervisée par Dick Pope, et une restauration évidemment validée par Mike Leigh lui-même. Et quand vous verrez l'image de Naked, vous comprendrez qu'il était important que le chef opérateur et le cinéaste se préoccupe de cette restauration et veille en quelque sorte que la restauration ne dénature pas les choix esthétiques de l'époque de 1993. Dernière chose, une phrase de Mike Leigh pour présenter Naked. Il a dit « Naked est un film paradoxal, beau et immonde, trivial et spirituel. » Voilà, bonne projection et à tout à l'heure. Mike Leigh, rebonjour.
Euh, je disais en introduction, mais je tenais à le dire en votre présence, merci au nom de toute la Cinémathèque pour votre présence, pour votre implication et la générosité de votre parole. Well, thank you, Cinémathèque, for inviting us here and for your generosity and for having the retrospective. Merci à la Cinémathèque et merci pour eux. Talk amongst yourselves. Merci à la Cinémathèque et merci pour votre générosité. Coucou. Ça y est, c'est bon. Mike Leigh, on vient de voir ou de revoir Naked. Je disais en introduction que je me souviens que en France, en 1993, lorsque nous avons découvert ce film, que ce soit au Festival de Cannes ou lorsqu'il est sorti en salle, ça avait été un grand choc, une grande surprise, parce que pour beaucoup d'entre nous, cela révélait un cinéaste que nous ne connaissions pas. Et rétrospectivement, quand on voit vos films, on se rend compte aujourd'hui, ou on a pu se rendre compte depuis, qu'un film comme Naked était pour vous aussi une sorte de pas de côté, une sorte de... un film un peu différent de ce que vous aviez fait jusque-là, et peut-être que vous étiez conscient de ce désir de différence à l'époque. Je voudrais savoir qu'est-ce qui était au départ, ce qui a donné l'impulsion, votre impulsion pour un film comme celui-là, ou quelle était la forme de cette impulsion? Well, what you say is to a great extent true. Tout ce que vous dites est pour la plus grande partie vrai. I would say, in many ways, of course, this film is part of the family of my films, and it was in spirit, in terms of the way of looking at life, absolutely consistent with what I'd done before, at one level. Je dirais que ce film fait complètement partie de ma famille de films, en termes d'esprit, en termes de regard sur la vie. Looking at real life in a real way. Regarder la vraie vie avec un regard vrai. But yes, it was... Prior to that, my films, or pretty much most of them, had been in a domestic setting. And yes, I did feel the need to break out of that in some way. But it kind of, other things that fed into what the film was about, drove that and solved that problem. I didn't have to do it too self-consciously. Oui, avant, les films, mes films, la plupart en tout cas, se déroulaient dans un cadre d'une famille. Et là, j'avais envie d'en sortir. D'autres choses ont cependant nourri ce pas de côté. I think that it is within the genre, my genre. It has, I suppose you could say, a kind of epic, picaresque quality. But that's partly because I was starting to be preoccupied with certain things. Primarily, I wanted to make a film about men and women's relationships and male behaviour. That's on one level. But also, on a completely different level, I mean, we made the film in 1992. So when I was thinking about the things that I somehow wanted to bring to a film, I was starting, the millennium was on the horizon, but it was 8 years away, and really nobody was really talking about the millennium. And the things that were going to happen that the millennium doom was about
One of the things which people had started to talk about and link with the millennium was the total eclipse that was going to happen in 1999. When I was 8 years of old age, at school, we had a headmaster who, on several occasions, said to my year group, when you are all 56 in 1999, there will be a total eclipse, and maybe it'll be the end of the world. And of course, throughout all those years, I had it in mind that that was there on the horizon. So somehow that fed into one of Johnny's many preoccupations and things. So things were sort of moving, those things were some of the things that motivated this departure from my study of people just in a domestic setting. No, I shouldn't say just in a domestic, people in a domestic setting. Je crois que dans le genre de film que je fais, celui-ci est une sorte d'épopée picaresque. En partie car j'étais préoccupé par pas mal de choses et je voulais parler des relations hommes-femmes et du comportement masculin. 1992, c'est l'année où on a tourné le film et il faut se remettre dans l'époque. L'an 2000 approchait, ça allait être 8 ans après, les personnes n'en parlaient. Il n'y avait pas encore dans le public l'angoisse de l'an 2000. Et on ne parlait pas encore, à gorge déployée, de l'éclipse totale qui devait arriver en 1999. Quand j'avais 8 ans, à l'école, on avait un instituteur qui nous avait dit « Vous aurez 56 ans en 1999 et il y aura une éclipse totale et peut-être que ce sera la fin du monde. » Et depuis, moi, je voyais cette éclipse approcher, je voyais le temps qui passe, et cela a nourri les soucis et la problématique, en partie, de Johnny. En tout cas, ça m'a permis de quitter les études des rapports familiaux qui m'intéressaient jusqu'à présent. And also, I mean, you know, there were people. The interesting thing for me, about the reaction to this film, is that, of course, quite a number of people over the years have said, this is a film about a homeless guy. Well, it's not a film about a homeless guy. You see him right at the beginning of the film going to his house, getting his bag and going to London, you know. But it resonates with the fact in London, and indeed elsewhere, including here, no doubt, there were increasingly people on the streets. And so that was another thing that fed into, amongst many other things, which, when we embarked on the journey of making the film, which we'll no doubt talk about, all sorts of other things started to feed in. C'était ce qui m'a intéressé dans les réactions sur ce film, c'est qu'on m'a souvent dit « Ah, mais c'est un film sur les SDF ». Mais c'est pas du tout un SDF, en fait. Il rentre chez lui prendre son sac avant de partir pour Londres. Donc, mais cela dit, il y avait, à cette époque-là, effectivement, de plus en plus de SDF, et on en parlait beaucoup. Et puis, voilà une autre chose, parmi beaucoup d'autres, qui a nourri ce projet. Vous évoquez Johnny, donc le personnage principal, ses motivations. C'est difficile de parler du film sans parler évidemment de David Thewlis. Il avait déjà joué avec vous dans un court-métrage, Short and Curly, et dans votre film précédent, Life is Sweet, dans lequel il avait un tout petit rôle. Il jouait le petit copain d'une des filles de la famille qu'on voit dans quelques scènes. Est-ce qu'à l'époque de Life is Sweet, vous saviez déjà que vous vouliez retravailler avec lui et sur un projet aussi ambitieux que Naked avec une telle performance d'acteur? Well, actually, of course, as you know, when we start with these films, I get the actors, and we don't know what's going to happen. We explore that, and that's part of the journey of making the film, is discovering what happens. And I certainly did not anticipate that David Thewlis, who I knew to be extremely talented, and I had worked with him previously, as you say, on a short film, I did not anticipate that his part would be as small as it is. Now, if you're familiar with that film, Life is Sweet,
you will know that there are two girls, one of whom goes to work, she's a plumber, and the other one stays at home all the time, doesn't work because she's anorexic and not really well in the head. And her boyfriend comes around in the day and I would say makes love to her. Actually what he does is she has him lick chocolate off her tits, which is part of the turn on for her as an anorexic. And he comes round, there's nobody else there, and the rest of the family don't know about him. And you see him do that twice in the film. And I had it in mind as we were developing the action. I assumed and took for granted that he would come round at the end as be part of the climax and the denouement of the film. But when it came to it, because of the important things that were happening to do with the family and their issues resolving themselves in various ways, for various reasons, mainly to an accident that the father has at work, it became obvious to me that it would be redundant, irrelevant, in fact, distracting, what we call in English a red herring. So he didn't. So, for that reason, he only had a small part. So, after we'd made the film, I had a drink with him, and I said, do you want to do another film? And he said, well, I would, but how do I know the same thing won't happen again? And I said to him, I promise you, you will have a large slice of the pie. And that is this film. Vous savez sans doute, quand je rassemble les comédiens, je ne sais rien de ce qui va arriver. Je n'avais pas du tout prévu que dans ce film, David Thewlis allait avoir un rôle si petit dans la Fifth Suite. Dans la Fifth Suite, il y a deux jeunes filles, il y en a une qui travaille, elle est plombier, et l'autre est anorexique, elle ne travaille pas, elle est assez perturbée dans sa tête. Elle a un petit copain, et il lui fait l'amour, ou plutôt disons qu'il lui suce les seins. Il arrive un jour, et elle n'est pas là, et la famille ne sait pas qui c'est, elle n'a jamais entendu parler de lui. Il était prévu qu'il revienne une deuxième fois, et je voyais ça à la fin, au moment du dénouement. Je voyais, il y allait y avoir des grands événements dans la famille, l'accident au travail du père, et du coup, là, je me suis rendu compte que ça allait être déconcertant, que ça allait avoir un effet de répétition, de redondance, de faire revenir le personnage de David Thewlis. Alors après le film, on a pris un verre, et je lui dis, est-ce que tu penserais que ça te plairait de faire un autre film? Il dit, ouais, mais ça va être la même chose, on va répéter pendant des mois et je vais être dans 2 séquences. Et donc, je lui ai dit, promis, là, que cette fois-ci, il aurait la plus grosse part du gâteau, et c'est ce film. And in the short film he played a guy who just cannot help cracking jokes all the time. It just pours out of him. Mostly bad jokes. And so what he did was, by way of the preparation and the development, is he got all these joke books, you can buy the books full of jokes, and he just absorbed them all. So I knew he had a capacity, he's a very intelligent guy, David Thewlis, he had a capacity for research. And I knew that if we tapped into that ability, that would really be a major contributing factor to the character we were going to create, which was Johnny, who of course is an encyclopedia of stuff. And incidentally, as far as I'm concerned, one of the important things for me about this film and about Johnny is that it's a lamentation on the education system. Because plainly, this is a highly intelligent guy who could have gone to university, he could have done positive things. And you know that when he was in school, the teachers would have just punished him and thrown him out of the classroom and given him a hard time, basically. And in a way, that's implicitly a comment on things through this character. We'll talk more about the character if we need to. Dans le court-métrage qu'on avait fait au départ,
il jouait un mec qui fait des blagues sans cesse, des mauvaises blagues. Il ne peut pas s'empêcher, il en fait sans arrêt, sans arrêt. On avait puisé ces plaisanteries, il avait trouvé des recueils de plaisanteries et il les avait toutes apprises, il les avait complètement absorbées. Je savais donc son talent pour la recherche, le travail. Et j'ai juste décidé de puiser dans ce talent pour ce film, parce que le personnage dans le film, c'est une encyclopédie. Et pour moi aussi, ce qui est très important dans le film, c'est que ce film Naked est une lamentation sur l'éducation nationale en Grande-Bretagne. Parce qu'on voit bien son univers, on voit bien qu'il est capable de faire de grandes choses, on voit bien qu'il aurait dû faire de grandes études, mais l'école l'a puni, l'a mis de côté, ils l'ont sorti de la classe, et résultat, c'est lui. Vous avez commencé à répondre, mais effectivement, comment, avec l'acteur David Thewlis, vous avez dessiné le personnage de Johnny? Comment vous avez travaillé la façon dont il marche, la façon dont il pense, la façon dont il parle, la façon dont il lit? Bref, comment le costume aussi, enfin la tenue, tout cet environnement, comment il est peu à peu sorti de terre et comment vous l'avez façonné ensemble pour arriver à ce personnage un peu inoubliable, effectivement. Well, first of all, you said costumes, plural, but he only wears one coat all the time. He's only got one coat. Vous avez parlé des costumes au pluriel, mais en fait, il a toujours le même manteau. Hein. Well, first of all, in basic terms, we did what I always do, which is to start by asking David Thewlis to make a long list of people that he knew, Wells, Cartlidge, all sorts of people, guys, men, and talk about them. And this takes a long time, and I listened, and gradually I picked out one or two people that we started to make the source of the character. Now that's what I always do with all the characters in this film and every other film. And so we gave birth to the character. But as I've already referred to Juliet, a big part of the development of the character was his inexhaustible capacity to read and to absorb information in all kinds of ways. And we talked about that, but then he would go off and find stuff, and he'd come back and say, what about this? And I'd say, yeah. Or I'd say, how about that? And, that's how it... At the same time as developing his life story and his backstory, and not least, at the early part of the preparation, his relationship with Louise. Because the only back relationship of any depth is their relationship. Of course, the girls have been in the flat for a while, and obviously there's a background with Jeremy Sebastian, but the only longer relationship that we explored prior to the action was Johnny and Louise. And we did all those things. But other things fed into Johnny's mind. One day, I called him to a session at 4 o'clock in the afternoon. I'd been working with other actors on the other things earlier on, and he arrived and he said, you'll never guess, he said, I've just been in Soho, because we were working near Soho. I've just been in Soho in London. He said, there was this mad American kid on the street talking about how in the 21st century they will be laser tattooing people's arms, and your credit card will be laser tattooed to you, all that stuff. Which, of course, we used, and it materialises with Brian. We'll talk about his relationship with Brian in the office block later on, no doubt. So those are the kind of things. So apart from relationship and his relationship with women and his kind of violence and all those things, there's also the stuff in his head, the stuff that he was absorbing. So all of that's part of the
development of the character? Alors, la chose basique, c'est que, et je fais ça pour absolument tous mes films, je demande à l'acteur, en tête-à-tête, je lui demande une liste de gens qu'il a rencontrés, croisés seulement ou connus longuement, des gens, famille, lointains, amis, etc. Et de me parler de ces gens. Et je lui demandais de faire une liste de ces véritables personnes, des hommes. Et j'en ai choisi un ou deux. Et c'est là se trouve la source du personnage. Mais je fais toujours ça, pour tous les personnages, avec tous mes acteurs, pour tous les films, les grands rôles, les petits rôles. Et nous avons donc donné naissance aux personnages. Comme Juliette, je l'ai dit tout à l'heure à Juliette, il y a une grande part de talent pour la lecture et la mémoire chez David Thewlis. Et il apportait beaucoup de choses au personnage, et moi aussi je suggérais des choses, et on a construit l'histoire, on a construit la relation avec Louise notamment, parce que c'est la relation la plus profonde, c'est la plus ancienne aussi, c'est la plus forte des relations qu'il a avec les autres personnages présents dans le film. Mais d'autres choses sont entrées également dans le personnage. Je me rappelle, on répétait à 16h, j'avais donné rendez-vous, on faisait des répétitions dans un studio dans le quartier de Soho à Londres, et il est arrivé et David m'a dit, mais c'est incroyable, je viens dans Soho, je viens de croiser un jeune Américain fou allié qui hurlait dans la rue et qui disait qu'au XXIe siècle, tout le monde aurait des tatouages laser sur les bras. Et on aura notre carte de crédit tatouée sur le torse, sur le front. Et donc, bien sûr, ça c'est rentré dans le film, comme vous l'avez vu. J'ai voulu beaucoup travailler avec lui aussi sa relation aux femmes, ses libertés en termes de sexualité, la sorte de violence qu'il a en lui, le personnage. Voilà, tout ça a été la source du personnage de Johnny. Et pour le coup, alors, qui est Johnny pour vous? Est-ce que c'est parce que c'est un personnage à la fois réel et un peu existentiel. C'est aussi bien l'éternel Ulysse, celui qui ne rentre jamais à la maison. C'est Diogène sur son tonneau. Est-ce que c'est la réincarnation de Charles Bukowski et de Karl Marx? C'est le dernier punk? Qui c'est Johnny pour vous? Qu'est-ce qu'il incarne? Who is Johnny? What does he embody? My interpretation of this film and my thoughts in making this film in no way is on the intellectual, theoretical territory, that's the premise of all your questions. Johnny is a guy from Manchester, with a very intelligent guy who's not very successful with life or relationships, who goes to London and we don't know what happens to him afterwards. That's who Johnny is. He is not a mythological character. He may resonate with what for you are mythological characters of one kind or another, but that's for you to decide. For me, it's a real guy in real situations, which we look at, albeit it in a heightened way, perhaps. But this is a film about real people in the real world. And if I may say so, of all the things he's not, I would say top of the list is he's not Karl Marx. He's not even Groucho Marx. Mon interprétation, les pensées qui m'ont traversé en faisant ce film n'ont strictement rien d'intellectuel ou de théorique de ce que vous me parlez. Ça, c'est pour donc répondre à votre question. Pour moi, c'est un mec de Manchester qui, tout banal, qui n'a pas beaucoup de succès avec les filles et qui fuit pour Londres. Ça n'a rien de mythologique. Il résonne pour vous ainsi, peut-être, mais c'est un peu votre problème. Et on ne sait pas ce qu'il va devenir après le film. On ne sait pas ce qui va y arriver. C'est un film sur de vrais gens, dans le vrai monde. Mais sur la liste infinie
de tout ce que le personnage de Johnny n'est pas, en numéro 1, c'est Karl Marx. Et puis, il n'est même pas de Groucho Marx. I mean, yes, of course, the film has a feel of a nocturnal, almost night, if you like, a nightmare-like spirit or atmosphere. But actually, I would return to saying, it's actually looking at real things happening to real people. Albeit we look at it in a heightened and dramatic way, but nothing in the film, nothing that happens in the film isn't a real, non-magical, non-supernatural thing happening to real people. Nothing. Alors bien sûr, ce film il a un ton qui est une nature nocturne et je dirais cauchemardesque. Mais en vrai, je me répète, c'est un film sur de vrais gens dans le vrai monde. Bien sûr, il y a une dramaturgie, c'est arrangé, c'est souligné peut-être, mais rien de ce qu'il en arrive n'est magique ou surnaturel. I mean, when I make these films, and I go into a long session for months with the actors to create the premise, the characters, the backstory, the possibilities of the film, but also during the course of that work, I share at an agreed time. I share with the cinematographer and the designers, the costume, the production designer, the costume designer, the makeup designer. I share with them, and we share with the actors, what it is that we have in mind. Dick Pope, who was a great cinematographer who shot this film, and who sadly died very recently, and who shot all of my films since 1990. I said to him, and to the designer, Alison Chitty, who's a great opera designer, I said, you know, this is going to be has a kind of nocturnal, maybe monochromatic feel. We knew we were shooting a film in colour. It's a guy on a solo journey in some ways. I said those things. Now, these are me talking a language which resonates with the spirit of your question. And we shot tests, and he made decisions about doing certain things in the laboratory with the film that gave it this very specific monochromatic look, etc. The designer, Alison Chitty, at a point we'd started to develop this stuff with Johnny and Brian, the guy in the office, the guard in the office block. And we've been doing these improvisations in this actual office block where we were working and developing this stuff. And my assumption was that this office would be an office, a working office at night time, with nobody there at the guard, but with desks and computers and telephones and all the rest of it. And one day, Alison, the designer, rushed into to see me, and she said, how about it if Brian was guarding an empty space? He was guarding just space, guarding something with nothing there. I said, this is fantastic, this is better than what I had in mind. Because she said, I found this office block that we could use in London, central London. And so that was part of the input. But it's all part of the contributing to the poetry, which is what we're talking about, the aesthetic of the film, the spirit of the film. Alors, ce que je fais en préparant tous mes films, ce sont de longues sessions, des sessions qui durent des mois où je cherche des possibilités avec toute l'équipe. Je cherche tout ce qui va nourrir le film. Mais je partage aussi avec le directeur de la photographie, la costumière, la décoratrice, qui est une décoratrice d'opéra, et Dick Pope, le directeur de la photographie de ce film, qui est mort dernièrement après avoir tourné Deux Sœurs, et qui a tourné tous mes films, photographié tous mes films depuis 1990. À Dick Pope et aux autres, j'ai dit, je sais que ça va être un film nocturne,
j'ai envie de quelque chose de monochrome, même si c'est en couleur. Ce film, pour moi, ça va être un voyage solitaire, ce qui résonne à ce que vous me disiez tout à l'heure. Et là, Dick Pope a dit, je vais parler avec le laboratoire et on tirera le négatif d'une façon qui le rendra, ce négatif couleur, en partie monochrome. Et puis, ça c'est pour donc l'apport du directeur de la photographie. Dans un autre domaine, Johnny Bryan, le Bryan c'est le personnage du gardien de nuit, dans les bureaux la nuit. On faisait une répétition avec eux, on était en train de... Voilà, et on avait cherché des bureaux. On savait que c'était un vrai immeuble de bureau, que ce serait la nuit, etc. On imaginait qu'il y aurait plein de tables, peut-être open space, qu'il y aurait donc des tables, des ordinateurs, enfin, du matériel de bureau. Et Alison, ma chef décoratrice, donc qui fait de l'opéra d'habitude, me dit, mais si c'était un gardien qui gardait un espace vide. Je dis, mais c'est complètement génial. Parce qu'elle avait trouvé le bon immeuble, et justement, il était inoccupé, en fait. Il n'y avait pas de table et d'ordinateur, etc. Donc vous voyez que tout le monde contribue à, je dirais, à la poésie, à l'esprit du film. À quel moment votre processus, puisqu'on a parlé des acteurs, de votre processus avec eux, ce travail d'improvisation, ce travail qui prend des mois et des mois avant le tournage, à quel moment interviennent ces repérages, puisque vous commencez, enfin vous aviez évoqué donc le lieu de travail de Brian, cet immeuble, location, oui c'est ça. Le lieu de travail de Brian, mais je trouve qu'il y a des lieux assez singuliers dans le film, notamment la maison des colocataires, qui a un style très particulier, qui ressemble presque à une église de loin quand on le voit dans ses mouvements de caméra. Et un autre lieu aussi que j'aime beaucoup, c'est lorsque Johnny marche avec Maggie pour aller chercher à manger, il me semble, on passe sous des rails de train avec des grandes arches et des feux où les gens se reposent. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces lieux? Yes, I mean, again, this is why it's fantastic to have the kind of production designer that Alison Chitty is. She discovered that if you're familiar with London, you can go to Brick Lane in the East End of London. Now it's become, there are fashionable restaurants and things, but then, back in the mid-90s, it was a very rough area. And where you see where Johnny goes with Maggie and Archie and Maggie run around and all that, it was an old train station, a railway station, that had been closed in 1938. And it was just that. And so that was that. It's just choices of the designer finding locations, but by understanding what we're doing and the spirit, the poetry of the film. So we said, okay, we were developing the relationships, working in a rehearsal context, pretend places. And I said that these girls live in this flat, which is owned by this woman called Sandra, who's a nurse. And so they went off and came back with pictures of flats, lots of apartment blocks and houses. And I kept saying, no, this is not, it's just a house, it's just a block of flats, it's not. And then one day she came in and said, come and see this. And we go and we found what you see. To me, I actually had to curtain, it looks like a church, but it does look like a Charles Adams location. And you could see it's a Gothic building, which lots of houses in that area are, but you can see it from different angles. And there it was down the street and all that. And we said, this is magic. So again, but this is the whole creative process where it's just about, it's about my ideas and thoughts, the actor's contribution, the production, the cinematographer, sound, and everybody, the makeup, the costume design, and this is very, very specific and very clever. So it's a collaboration. That's really the bottom line. I hope at some stage we're going to talk about the women in this film. Alors, c'est là,
Pour vous répondre, c'est là que j'ai la chance de travailler avec quelqu'un d'aussi fantastique qu'Alison Shetty, parce que en tant que chef déco, c'est quelqu'un de tout à fait particulier. On avait redécouvert, elle avait ramené pas mal de photos d'un quartier de Londres qui s'appelle Bleak Lane, c'est à l'est de Londres. Alors aujourd'hui c'est plein de restos chics, mais en 1990 c'était un quartier qui était complètement à l'abandon. Et effectivement dans cette scène avec Maggie et Johnny, elle a trouvé une ancienne gare ferroviaire fermée depuis 1938. C'était son choix, sa proposition, et effectivement, elle peut trouver des décors, des lieux de tournage qui sont compatibles avec ce que nous faisons, parce qu'elle sait ce que nous faisons, nous en parlons. Voilà. Les deux filles qui habitent chez Sandra, l'infirmière, effectivement, il fallait une maison, il fallait trouver un appartement, un immeuble, je ne sais pas. Et là, Alison me montrait des tas de photos, etc. Je dis, mais non, en fait, ça, c'est juste des maisons. En fait, c'est juste banal. Il y a rien à voir. Et un jour, elle m'a dit, ben, viens voir. Et elle m'a amené là. Alors, j'ai jamais pensé que ça ressemblait à une église. Pour moi, il y avait un lien avec Charles Adams, le côté gothique. Voilà ce que c'est que la magie de la collaboration, si vous voulez. Parce que le processus, c'est pas seulement avec les comédiens, c'est avec toute l'équipe, avec les costumes aussi qui sont très sophistiqués dans le film. Voilà, tout ça est très collaboratif. J'espère que vous allez me parler des femmes dans le film quand même. Ben justement, peut-être parlons des femmes, et parlons peut-être particulièrement du personnage de Sophie, qui est interprétée par Katrin Cartlidge. C'est un personnage qui est extrêmement intéressant, très à fleur de peau, mais avec une forme d'intelligence assez incroyable, et notamment dans cette scène où elles sont au bar avec Louise, où elle a cette tirade assez terrifiante et assez magnifique et assez vraie sur les femmes et les hommes, quand elle dit quand on est intelligente, ils nous détestent, quand on est bête, ils nous détestent. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage et comment vous l'avez travaillé avec l'actrice? I worked with the actors all the same in principle. A word about Katrin Cartlidge, who was brilliant, and we made another film, Career Girls, subsequently. And she was also in my film in a very minor role, Topsy Turvy. She was a very talented actress. And a few years after we made this film, she died suddenly at the age of 39 from an unknown cause. She didn't commit suicide or anything, it was some sort of an illness, very sudden from nowhere. And her loss, her death, is a great loss to all of us, and there is no doubt that had she lived, she would be a film director, because that's what she was going to be. So again, with her, we plugged into a certain kind of girl that's around, and was around, and these vulnerable girls who embrace certain kinds of alternative fashions and things. Again, it's a reality, and that's really all I can say. But, the important thing, because in a way you're going to be asking me the same question about how I worked, which actually is the same, but it's contingent on the fact that the actors in this film, and indeed in all my films, as I've said here before, are character actors who can play, who are versatile, who can play all kinds of people with great depth and intelligence and sophistication. Avec elle, j'ai travaillé comme avec tous les autres. Katrin, on a ensuite tourné Career Girls, et puis elle avait un petit rôle dans Topsy Turvy. Une comédienne très, très talentueuse, morte soudain, à 39 ans, quelques années après ce film, pour une raison inconnue. Pas un suicide, mais voilà, une maladie soudaine. Une grande perte pour nous, parce que je suis certain que, vivante, elle serait aujourd'hui réalisatrice. C'est ce qu'elle voulait faire. Et on a travaillé quoi avec elle? On a travaillé la vulnérabilité, le rapport à la réalité, cette vulnérabilité tout à fait singulière, parce que très concrète, en fait. Et parce que j'ai l'impression que vous allez me poser tout le temps la même question, comment je travaille, etc. Mais je travaille avec pareil tout le monde.
Ce sont des acteurs tous de composition, c'est-à-dire qu'ils sont capables de jouer tout genre de personnages. Ils sont capables, ils ne sont pas liés à un type, ils ne se nourrissent pas de eux-mêmes, de leur ego. Je travaille avec des acteurs de composition. I mean, if you see Deux Sœurs, some of you will have seen it perhaps, Marianne Jean-Baptiste, who plays the sexual character, Pansy, who is a very difficult woman, very angry and hard to live with apparently no sense of humour at all. Marianne Jean-Baptiste is the exact opposite of the character. She's nothing like that at all. She's a very open, intelligent, funny, sophisticated, creative person. Well, the same is true. I mean, David Thewlis is not like Johnny, and Katrin Cartlidge was certainly not in the territory of Sophie in this film. Entire people that can create real people out there in the world. We've said enough about that. Si vous voyez Deux Sœurs, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, Marianne Jean-Baptiste y joue le personnage de Pansy, un personnage très difficile avec le monde, tout en colère, impossible à vivre, sans aucun humour. C'est le contraire de Marianne Jean-Baptiste dans la vie, qui est quelqu'un d'ouverte, de marrante, de désopilante, de créative, de sophistiquée. David Thewlis, je peux vous promettre, n'a rien à voir dans la vie avec le personnage de Johnny. Et Katrin Cartlidge non plus, en fait. Ils sont des acteurs qui fabriquent les choses. Ils sont des acteurs qui travaillent. Mais passons à un autre sujet. Justement, on a commencé à l'évoquer, dans Naked, vous seriez d'accord pour dire que le film a une dimension fantastique, le traitement de l'image, la maison, et le fantastique, en quelque sorte, permet de dépasser le réalisme, et puis aussi une dimension de votre cinéma qui se retrouve ici, et qui est l'humour, le comique, c'est-à-dire un comique qu'on n'attend pas forcément dans ces situations, mais qui est tout le temps présent. Juste avant Naked, vous avez réalisé un court-métrage absolument désopilant, qui s'appelle Sense of History. Et à mon avis, les Monty Python, quand ils ont vu ce film, ont dû être jaloux de vous. Donc, cette dimension comique, comment vous la travaillez aussi? Elle vous est naturelle, et surtout, elle fait partie du réalisme. I have no comment about what Monty Python thought about it. J'ai rien à dire sur les Monty Python. And it doesn't. I don't relate it to A Sense of History, which is the only film I've made which I didn't write. So I don't want to. Et je ne veux pas trop parler de Sense of History, qui est le seul film que j'ai réalisé, mais que je n'ai pas écrit. Life is comic and tragic. That is a fact. The two things are inseparable. All my films, I suggest, are funny and profound, I hope, or at least there is tragedy in them. This film is no exception. I don't work it, I don't manipulate it, I don't contrive it. It is a natural, organic function of what we are drawing out into existence from the various sources, from our lives and everything, really. So. La vie, elle est comique et elle est tragique. C'est un fait. Le comique et les tragédies sont inséparables. J'espère faire des films qui sont à la fois drôles et à la fois profonds. Je n'y travaille pas, je ne manipule pas, je n'y réfléchis pas. C'est un humour qui vient naturellement et qui vient du groupe de gens qui travaillent. If we four people on the stage have any doubt that life is comic and tragic, we have only to look at you, the audience, and we can immediately see that life is comic and tragic. Si parmi nous quatre, ici sur cette scène, avons le moindre doute, à savoir si la vie est à la fois comique et tragique, s'il y en a un d'entre nous qui est tout ça, nous n'avons qu'à nous tourner vers le public et à regarder les visages, et nous savons, en les regardant, que la vie est comique et tragique.
And of course, the same you can do to us. Et vous avez la même opinion en Angleterre. Peut-être, Bernard, je ne sais pas si tu veux qu'on passe bientôt la parole au public, mais peut-être juste une dernière question, puisque vous parlez de nous regarder nous, de regarder l'audience. D'où vous vient cet amour du people watching, cette capacité à observer les gens? Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient de l'enfance, que vous avez toujours fait? Yeah, I've been doing it all my life. Oui, je fais la même chose depuis toute ma vie. When I was about 6, I used to, you know, in those days, this is the 1940s, we used to draw on a slate. I used to draw the grown-ups. My father, my dad, stopped me. Said, "You don't do that. They'll be insulted by these boys." When my grandfather died, when I was 12, it was a very cold, snowy day in Manchester, and it was a funeral, and we stood in the house, all the people standing around, because the door was open, because the guys were coming down, 4 guys coming down the stairs with the coffin. One of the guys had a long drip out of his nose, and I remember standing there at the age of 12 thinking, this is great. I'd want to make films about things like that. Quand j'avais 6 ans, on parle de la fin des années 40, j'aimais dessiner, je faisais des caricatures, je dessinais les adultes. Et mon père me l'a interdit. Il m'a interdit de le faire, il pensait que c'était insultant pour les gens. À 12 ans, mon grand-père est mort. C'était un jour de neige, il faisait très très froid. Et on a fait les funérailles à la maison, à l'intérieur de la maison. Et la porte, malgré la froidure, la porte d'entrée était ouverte parce qu'il y avait 4 mecs qui sortaient le cercueil en descendant l'escalier. Et il y en avait un qui a eu une énorme goutte qui lui tombait du nez et qui n'arrêtait pas de couler. J'ai regardé ça, je me suis dit, maintenant, je sais de quoi mes films parleront. One thing you didn't translate, you missed out of your translation, is I said, I was 12 years old and it was a very cold, snowy day in Manchester. If you've been to Manchester, you know that that's not just a place. When it's cold, it's really cold. Tu as vraiment raté ta traduction, tu as oublié de dire une information très importante, c'était le froid, il neigeait, gna gna, etc., mais c'était à Manchester. Comme ça, sinon personne ne sait qu'on peut comprendre, si c'est pas à Manchester, le froid qu'il y avait à Manchester. And it's no coincidence that Johnny and Louise come from Manchester. Et naturellement, ce n'est pas une coïncidence que Johnny et Louise viennent de Manchester. When I was young and in a political youth movement, we used to sing this song, which they sing, "Take me back to Manchester when it's raining," etc., which nobody had ever heard of. I remember it. And so I taught it to the actors, and made it something that, as though it was part of their mutual culture. And we filmed it, and we tried to check for the copyright, so that we could pay whoever wrote it for the copyright. This is right, isn't it? And the production kept saying, we can't find it, there's no trace of it anywhere. And the film was made, and it was distributed, and it went out. And then one day, we had a communication from up in the north of England, in Newcastle. A retired schoolmaster from Manchester had gone to see the film with his daughter, and he had written this song for the school that he taught the boys to sing at the school, way back in the 1950s, or 40s even. And he was amazed that this song was being sung in this film. So they got in touch, and he didn't want to know about the copyright things, but my producer sent him some money, just to be polite,
But that's just a little anecdote. Une petite anecdote, quand j'étais jeune, j'avais appris une chanson, j'étais dans des milieux assez engagés, et une chanson que vous avez entendue dans le film Ramenez-moi à Manchester, à sa pluie, etc. Une chanson qui est complètement inconnue. Et je l'ai apprise à mes deux comédiens, parce que ça a quelque chose qui est finalement dans les personnages, ils sont de Manchester, ça fait partie de leur culture commune. Et puis on a filmé la scène, et puis on a commencé à chercher les droits musicaux, savoir auprès de l'équivalent de la SACEM. Et à la production, on me dit, mais on ne trouve pas qui est l'auteur de ça. Le film sort, il est distribué, et quelques semaines plus tard, on a un message qui vient du nord de l'Angleterre, de Newcastle, un prof à la retraite, originaire de Manchester, en 1940, avait composé cette chanson, et c'était incroyable, il allait au cinéma avec sa fille, il entendait sa chanson dans le film. Donc il ne voulait pas de droits, il ne voulait pas d'argent, etc. Je me suis débrouillé, par politesse, de lui envoyer quand même une petite somme, et voilà l'histoire. En tout cas, c'est beau. C'était à Manchester. C'est beau que vous évoquiez cette scène, effectivement, entre les deux, quand ils chantent ensemble, avec une voix douce sur le lit, parce que c'est de tout le film, sans doute la scène la plus douce, et la seule, et qui ressemble comme une comptine, quelque chose qu'on chante pour s'endormir, et c'est un moment de paix qui est rare, évidemment. And in the toilet. Et dans les toilettes aussi. Ah oui, dans les toilettes. Mais oui, dans les toilettes. Ça en fait deux. For me, just finally before you, I just want to say, Sandra, when she comes back, is one of my favourite bits in all of my films. I love it when she comes back. She's obviously had a really bad time with her boyfriend. She's been to Africa. She's, she wants peace and quiet, and she discovers there's this stuff going on in her home that's terrible. And the actress does a wonderful job, you know. And the thing I love about the character we created is, again, it was based on Claire's, one of the people she knew, a woman that couldn't finish a sentence. She's a very intelligent woman, capable nurse, but couldn't quite finish the sentence. I just love it, and I sat at the end of it today. I just love the whole stuff when she comes back and all that. And she brings kind of, from her own chaos, she brings order to the whole thing. I love that. Juste dire ceci, quand Sandra revient chez elle, dans sa maison, c'est le moment préféré, que je préfère dans tous mes films. Parce que elle revient d'Afrique, elle découvre, ça s'est mal passé avec son boyfriend visiblement, elle découvre le merdier total, le bordel, et pour elle c'est l'horreur, c'est horrible. Et la comédienne, elle a été vraiment absolument super. Elle se basait sur une amie d'elle, donc Claire, la comédienne, une amie d'elle, qui finissait pas, quand elle était énervée, qui finissait pas ses phrases, et qui était infirmière, une très bonne infirmière d'ailleurs. Voilà. Ce soir j'ai vu la fin du film, et bon voilà, j'adore cette scène. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Pardon, j'ai une question assez précise pour... Où êtes-vous? Là, je suis là. D'abord, bonjour. Et... Oui, je suis là. Faites une question courte. Hein. Oui, c'est une question courte, mais c'est aussi pour reparler de toute cette, tout votre staff autour qui est très très important. Mais, et on le sent, mais à la fois, il y a, dans cette simplicité, il y a énormément de finesse et de subtilité, mais qui sont très simples. Il y a quelque chose que je voulais savoir, et si c'était pour vous, si c'était voulu ou pas, c'est cet aspect que moi j'ai ressenti très chorégraphique, très dansant, chez Sophie, Johnny évidemment, et surtout une scène très précise où Louise allume la télé avec sa cigarette,
Sophie est embarrassée par son excitation pour Johnny. Johnny veut éteindre la télé, veut sortir. Cette scène-là, la scène aussi où il y a le gars en slip, je ne me souviens plus du nom, où cet aspect architectural met quelque chose en scène de très chorégraphique. Et je voulais savoir si c'était voulu. Et aussi la dernière scène où il part avec les cordes, enfin cette musique assez qui revient quand même très souvent, assez atonale comme ça. Et là encore, il claudique, mais là encore, il y a un aspect très dansant. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est moi qui... I understand the question. Yeah. With all due respect to your question, of course it's what I desired. Of course it's choreographed. Of course it's directed. This is not cinema verite, where accidents happen and we just try and capture it on film. It is very classical. It's very deliberate. It's very distilled. The scene you referred to, where they're going backwards and forwards from one room from the room of the television to the kitchen and back and forward, then round onto the stairs, that was a deliberately designed way of doing it, and we rehearsed it very thoroughly. The same is true of everything you've referred to and everything in the film. It is not a series of random cinema verite accidents. It's deliberate. It's choreographed, it's directed, it's distilled, it's like an opera. Sauf votre respect. Mais bien sûr, c'est pas du cinéma vérité, c'est pas un film où on capte les incidents, des choses qui... Tout est voulu, tout est souhaité. Et bien sûr, la scène dont vous parlez, où il passe d'une pièce à l'autre, et puis il y a l'escalier, bien sûr, tout a été chorégraphié, répété, et plusieurs fois répété, encore et encore. Rien ne vient du hasard. Rien n'est accidentel. Tout est vraiment chorégraphié. Tout est réalisé. I mean, just as a footnote to that answer to your question, however, just as a matter of interest, when Johnny leaves the girls and he goes into London, and then he's outside this, what is in fact a famous Italian delicatessen shop in Soho at night, and he meets Archie and then Maggie, and all that goes on. First of all, the music, the score of the film, is very builds and builds and builds. But the minute he's there in the Soho in London, the music stops, and in a sense, however subliminal it may be, it becomes more naturalistic. And in fact, when we filmed that stuff with Archie, we rehearsed exactly what happens and what they would say and where they would be, but we filmed it at night, overnight, with real people walking past, unaware that they were in the film. So in that moment, we were allowing the natural world, the accidental natural world, to be part of a formally structured piece of action, because the atmosphere needed to change at that point. I just thought I'd mention that as a footnote to your point, but it was still very deliberate where the camera was and the style of the shooting. Petite note en bas de page pour faire suite à votre question. Le moment où Johnny part dans Londres, il a quitté les deux filles, et il passe devant une célèbre pâtisserie italienne. Et là, la musique qui est présente dans le film jusqu'à présent, donc il rentre dans le quartier de Soho, la musique s'arrête. Alors c'est peut-être un peu subliminal pour vous, mais c'est pour permettre au film de rentrer dans plus de naturalisme, en fait. Il va rencontrer Archie, et il va y avoir toute cette chose, etc. Et tout ce qui se passe dans l'immeuble de bureau, on l'a vraiment filmé la nuit. On ne l'a pas filmé en bloquant la lumière extérieure. Et les gens qu'on voit dans la nuit, dans le quartier, ce sont des vrais passants, bien sûr. C'est un moment où on s'est donné le droit de faire entrer le monde réel dans notre structure extrêmement sophistiquée et complexe. Parce que je pense qu'il y avait besoin d'un changement à un moment. Il y avait besoin de changer. Whereas, a few minutes later, when he's walking along
and it's dark, and he's talking about the things under the ground and all of that. There, the people walking past we put them there, they were film extras, because that was a different kind, had to be a little bit different kind of atmosphere. Or he walks down the stairs with Maggie, and there's an old woman coming up the stairs. She was an actor. That was a deliberate thing. It wasn't an accident. Et plus tard, quand dans la nuit, il continue à se promener, qu'il parle des choses qu'il y a sous la terre, sous le sol, sous nos pieds, dans Londres, là, c'était des figurants qu'on avait, parce que c'était plutôt une atmosphère différente que l'on cherchait. Quand ensuite ils croisent la vieille dame dans l'escalier aussi, c'est une actrice, parce que il fallait qu'on puisse faire les choses comme il faut. Oui, bonjour. Là, à gauche. Ma gauche. Oui, merci pour cette rétrospective. C'est un plaisir de redécouvrir le film. Je vous avais dit que vous vouliez explorer dans ce film le rapport entre les hommes et les femmes. Et je voulais demander par rapport à la représentation de la violence, parce que le film s'ouvre sur un viol, et il y a beaucoup de violence envers les femmes dans le film. Les rapports hommes-femmes sont un peu chaotiques. Je voulais poser une question sur le rôle que ça joue dans le film, comment vous l'avez développé, comment c'est venu, et votre point de vue là-dessus. Merci. Well, I'm not going to answer the question how we developed it, because it is you've seen what it is. However, I would say that some people have called Johnny a misogynist. I'm sorry, I had a mental geriatric octogenarian block. Some people, when the film was made, said this is a film about a misogynist. I don't think Johnny is a misogynist. I don't think he knows how to handle himself in a relationship situation, but that doesn't make him a misogynist. But Sebastian Jeremy is undoubtedly a misogynist of the first degree. And it's important that he is there to offset your notion of Johnny as a misogynist. I think we're talking about complex things in relationships and in male-female behaviour. So in a way, I'm not disposed to talk polemically about it or to I can't, in any strict sense, talk about the point I am making. It is a reflection on aspects of how we are and how we interrelate. And it sits with all kinds of other investigations in all of my films into the relationship between mostly men and women. Je ne vais pas développer la question de comment on est arrivé là, parce que je pense avoir déjà répondu. Des gens, pour vous répondre, des gens ont dit que le personnage de Johnny est un misogyne. Pardonnez-moi, je ne me rappelais pas très bien du mot misogyne, parce que je suis un octogénaire sénile. Misogyne, non. Simplement, il ne sait pas se tenir, il ne sait pas se comporter dans une situation sexuelle ou même amoureuse. Sébastien, par contre, lui, l'est vraiment misogyne. Et c'était important d'ailleurs d'avoir ce personnage qui rôde, qui disparaît, qui re-rentre dans la pièce, etc., parce que c'est un contrepoids absolument nécessaire. Alors, le film s'attache à des relations qui sont complexes, au comportement des hommes et au comportement des femmes. Mais j'ai pas envie d'en parler de façon polémique. Je suis incapable de vous dire ce que j'ai voulu dire. C'est une réflexion sur notre nature humaine. Comme dans d'autres films, je m'attache à d'autres rapports humains, mais généralement entre les hommes et les femmes. Bonjour. J'ai une question. Si je me rappelle bien, dans le film, on a dit que l'apocalypse va être le 18 août de 1999. Et c'est une date que ça va
ça vous a marqué. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous faisiez ce jour-là même ou pas? Yes. I was in France. I was in Brittany with my teenage children and their girlfriends and others, and we experienced the eclipse there. The French sheep lay down in the field and stopped talking French, and that's where I was. Thank you for your completely irrelevant question. Alors oui, j'étais en France, j'étais en Bretagne, avec mes 2 fils adolescents et avec leurs copines, et effectivement, l'éclipse est arrivée. Les gens ont arrêté de parler en français, et je veux vous remercier sincèrement pour votre question complètement hors de propos. I would ask you the question of where you were, but maybe you weren't born yet. Et vous, est-ce que vous vous rappelez ce que vous faisiez? Peut-être n'étiez-vous pas né? No answer. Ouais, pas de réponse. Une autre question? Ici. Si vous avez un micro, ici, devant, au milieu, au troisième rang. Bonsoir. Je vous ai découvert en 93 avec Naked et j'avais été très fortement impressionné. Et le revoir dans ces conditions m'impressionne toujours autant. Vous êtes un immense naturaliste. Vous filmez la vie de vos contemporains en vous axant sur des microcosmes familiaux ou autres. Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que j'ai l'impression que Johnny apparaît comme une figure christique et se renouveler dans les rues de Londres pourrait-il être un chemin de croix? Yes, I mean, it's interesting, because when he's comes back to the apartment, when he's been beaten up by these boys, what he's saying sort of, what we did is he sort of comes out with stuff that's as though he thinks suddenly that maybe he is Christ, and maybe the other guy, Jeremy Sebastian, is maybe God, and so that is perceptive of you. But I don't think, again, it resonates with what I said earlier, I don't think that should lead you to reading the film as a metaphor for Johnny as Christ, because I think that would be bullshit, quite honestly. But you're right, that these moments, it resonates with the sense of that. Yeah. Oui, alors c'est intéressant. Quand Johnny revient à l'appartement, quand il a été tabassé, dans ce qu'il dit, dans ces mots, c'est très étrange, c'est très bizarre, et on peut avoir l'impression qu'il se considère comme étant le Christ, et que James et Sébastien seraient à ce moment-là Dieu. Mais je ne pense pas, cependant, que cela doit vous mener le public à penser qu'il est le Christ. Pensez ça, je pense que ce serait de la merde. Mais il y a une résonance. D'ailleurs, il y a une image, déjà il lit la Bible dans le film, et il y a une image dans le salon où sa tête est entourée par les épines, par les branches du miroir, ce qui lui fait comme une couronne d'épines. Yes, you're correct. He is reading the Bible, and he can quote the Bible. And you're absolutely right to have spotted that one brief moment where, because we were filming him when he stands up in that room that belongs to these 2 guys that have gone away, and this girl is looking after their apartment. And there was this mirror with these spikes. And we just saw that, so we made it happen deliberately. It's a kind of joke. It's a kind of visual joke. It happens very momentarily, just for a few frames. But you spotted it, and well spotted, and yes, you're right. And of course, joke though it was, it's an implicit comment on the notion that he's sort of maybe Christ in a way, but not to be taken too seriously.
Oui, c'est vrai, non seulement il lit, mais il est capable de citer la Bible. Et vous parlez effectivement de ce très bref moment. On filmait dans le salon, il se lève, il y a un miroir, effectivement, ce miroir est couvert d'épines. Alors on a vu le miroir, on a vu ce qui allait éventuellement se passer dans le cadre, et on a choisi de le garder. C'est une blague, mais c'est juste quelques images de film, donc bravo pour l'avoir vu. Mais même si c'est une blague, il y a aussi quand même implicitement l'idée que, oui, il se pourrait bien qu'il soit Jésus. Bonjour. J'aimerais savoir aussi à quel If point... you, pardon me, if you sit down, the people behind you can see. Excusez-moi, si vous pouvez vous asseoir, comme ça les gens vont voir. J'aimerais savoir aussi à quel point les mouvements de caméra, les places de caméra sont aussi répétés ou pas. S'il vous plaît. All camera movements are rehearsed very thoroughly indeed. All of them, without exception. Tous les mouvements et les positions de caméra sont répétés et répétés vraiment de façon délibérée et longuement, tous. This relates to the question asked by the lady standing up before. It is all very, in the sense, what you might call classical filmmaking. Ça a un lien avec ce que la dame debout tout à l'heure dans la rangée disait. C'est quelque part du cinéma très classique. Bonsoir. Alors, je voudrais savoir comment s'est passé, comment ça s'est construit, la place que la musique prend dans l'histoire. Comment elle arrive à l'histoire, comment se développe le discours musical, et comment se passe ce dialogue entre l'image, l'histoire, la musique. The music with my films is composed after we've shot the film. Because there isn't a script to start with, and the composer can't do anything until we've shot the film. So as soon as there's a cut of the film, a version for the composer to look at, then he or she, in this case he, Andrew Dixon, looks at the film and starts to have ideas and so on. And for a while, those ideas are talked about, experiments are made with different kinds of sound. He decided that it would be a good idea, he suggested it would be a good idea to have a harp, a classical harp playing. So there is a very famous harpist called Skylar Kanga, and we went to her house. She lives in two houses. One house she lives in and the other one is full of harps. And we went and we spent a day with her listening to all these harps. And she plays the harp in the score. And so that was part of the thing. And it's about, experimenting and trying things and then deciding where the music will be and where it won't be and so on and so forth. Until you get to the day when, in the studio, the musicians come and they record the sound. And it's then mixed in the way it is with all films. The sound and the music and everything else is mixed together in a very precise, sympathetic and sensitive way. And that's how it works. La musique est composée dans mes films toujours après le tournage, tout simplement parce que le compositeur ou la compositrice ne peut pas rien faire avant puisqu'il n'y a pas de scénario, il n'y a rien d'écrit. Donc c'est au moment du premier montage que je montre le film compositeur. Ici c'était Andrew Dixon, et puis on échange des idées, et puis on se parle, et puis il enregistre quelques mots, quelques mesures, une démo, et on en discute. Et c'est lui qui a suggéré que ce soit une harpe qui interprète la ligne musicale principale. Et on est allé voir Skylar Kanga, qui est une harpiste et qui a deux maisons à Londres, une maison pour habiter, une maison pour stocker ses harpes. Et c'est elle qui joue dans la bande originale que vous avez vue. Donc ensuite,
On expérimente, à propos de ce qu'on a d'abord enregistré, de ce qu'on a, les moments où il y aura de la musique. On fait le dosage un peu, et c'est enfin qu'on enregistre véritablement avec les musiciens dans un studio d'enregistrement la musique que vous avez entendue. Oui, allez-y, monsieur, au milieu. Je voudrais reparler des relations hommes-femmes dans vos films. Quand on voit Naked et Deux Sœurs, on a dans les deux films des rapports très forts et parfois violents, même choquants. Dans Naked, c'est des hommes violents, parfois paumés ou psychopathes, avec des femmes soumises et perdues. Dans deux Sœurs, c'est au contraire des femmes fortes et des hommes qui sont peu démunis et qui ne savent plus comment gérer. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un réalisateur a une responsabilité de ce qu'il montre de la société, dans le sens qu'il peut influencer la société, ou est-ce que vous pensez que le réalisateur est un artiste qui ne doit pas se soucier de ça? Well, if I was to answer your question by saying, I think the director is an artist and doesn't care about society, I think he would be surprised. I hope he would be very surprised. And so therefore, I'm afraid I have to say that I really can't really answer that question, because I think the answer is obvious, that I do think that the director may be an artist. Artists who have, certainly filmmakers who have no sense or responsibility of society, well, it's a different kind of filmmaking, let's put it like that. It's certainly not my kind of filmmaking, which is very much social cinema, about life and how we live life in the real world. So that's all I have to say about that. Alors si je répondais à votre question et que je vous répondais que le réalisateur est un artiste et qu'il s'en fout du monde, je pense que vous serez surpris. Donc je ne peux pas vraiment répondre à votre question, puisqu'il est évident que le réalisateur, quoi qu'il peut être un artiste, il y a des réalisateurs qui n'ont aucun souci pour la société, ça existe, mais ce n'est pas du tout mon travail, je crois que c'est évident à l'écran. Peut-être une dernière chose pour conclure. Il y a une scène qui me revient en vous écoutant dans le film, c'est entre la scène à la fois terrible, enfin triste et drôle, entre Archie et Maggie, quand Archie hurle en permanence Maggie, Maggie, Maggie. Et est-ce que c'est vrai qu'il y avait une sorte de private joke entre vous au sein de l'équipe pour que lorsque ce garçon crie Maggie, Maggie et que Johnny lui répond elle est partie, en fait si Maggie est partie, ça veut dire que Maggie Thatcher avait quitté le pouvoir et qu'à ce moment-là du film elle n'était enfin plus au pouvoir. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Yes, but that's not a private joke between me and the crew. That is the joke. That is what Johnny's saying. Yeah. Johnny is saying, he says, Maggie, Maggie, and he says, no, it's too late, she's gone. He's talking about Margaret Thatcher. That's not a private joke, it is the joke. Pour le public anglais, c'était absolument clair. It was clear for the audience. Yeah, absolutely, of course. Oui, mais ça n'était pas du tout une private joke, puisque tout le monde sait qu'il est Maggie. Donc oui, bien sûr, quand Johnny lui dit « Ah ben trop tard, elle est partie », bien sûr, on sait de qui on parle, naturellement. And without any probable, possible shadow of doubt, whatever, at the time when the film came out, certainly anybody who tuned into everything that was happening in the UK would get that joke. Et quand le film est sorti, je veux dire, en dehors de la Grande-Bretagne, c'était quand même assez clair, et je pense que tout le monde a pigé la blague. Vous voulez ajouter quelque chose sur cette scène ou quoi que ce soit? Ou autre chose? No, I mean, I would add something about Margaret Thatcher, and it was a good job that she left. Je peux simplement vous dire que si vous parlez de Margaret Thatcher, c'était une bonne idée qu'elle se casse. And I hope to sit here before too long and say the same thing about Donald Trump. J'espère pouvoir revenir bientôt et pouvoir vous dire la même chose sur Donald Trump. Oui, merci, Mike Leigh. Merci.